100% Bénin retour sur le plateau avec le dossier du jour, fin de mandat du président Thomas Boni Yayi, quel héritage pour son successeur. Pour en parler, j'ai sur ce plateau l'analyste financier Letondi Béton. Letondi Béton, bonjour. Bonjour Joël. J'ai également sur ce plateau, comme vous le constatez, Maître Alain Oronla, resté pour la suite du débat. Maître Alain Oronla, à nouveau bonjour. Rebonjour, bonjour. Moins d'un mois pour l'actuel locataire de la Marina pour rendre le tablier. Letondi Béton, l'héritage en attente pour son successeur, très enviable. Une petite interrogation. Oui, je crois que avant de parler d'héritage, il faut qu'on parle de ce qui s'est passé hier dans notre pays. D'abord, très rapidement, oui. Bien sûr, je pense que le vote s'est bien déroulé, malgré le fait qu'il y avait quelques inquiétudes. Donc ça témoigne toujours de la maturité du peuple béninois. Et en parlant d'héritage du président Boni Yayi, je pense que le vote d'hier était un référendum sur l'héritage de l'homme. C'est-à-dire la question devant les électeurs, plus qu'une élection présidentielle, c'était un référendum sur la continuité ou la rupture. Je n'ai pas compris, un référendum, alors qu'on n'a pas le taux de participation, on n'a pas les grandes tendances, en tout cas la Sénat ne les a pas données, mais vous surfez sur quelles données là? Bien sûr, écoutez, aujourd'hui, les élections, ce n'est plus comme il y a 5 ans ou 10 ans. Vous savez, aujourd'hui, avec le web et tout ce qui se passe, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Et donc, on pense aujourd'hui que avec les tendances que nous avons, on n'est pas là pour annoncer des résultats, mais on pense que la coalition de la rupture est largement en avance sur la coalition dite de l'Alliance républicaine, qui est faite de partis, les plus grands partis du Bénin, et ce qui montre aujourd'hui que le peuple béninois a choisi résolument d'aller de l'avant, mais en le faisant, en choisissant la voie de la rupture. Parce que on a constaté que les électeurs, malgré le fait que le candidat de la coalition du pouvoir avait tous les moyens de l'État, la radio, la télévision, les véhicules administratifs, les aéronefs de l'État béninois à sa disposition, ce candidat n'a pas été en mesure de délivrer le chaos qu'on nous avait promis. Et on peut dire aujourd'hui que ce chaos a été porté par la coalition de la rupture. Donc le peuple béninois est sorti de l'auberge, il n'y aura pas un chaos réédité? Non, écoutez, vous savez, il y a eu une guerre de mots, une guerre psychologique. Et je pense que aujourd'hui, c'est clair que le chaos dont on nous a parlé a accouché d'une souris. Et le peuple béninois a choisi la rupture. Et si les informations que nous avons sont des informations qui sont vérifiées, la coalition de la rupture portée par un certain nombre de leaders, d'abord que je tiens à féliciter, notamment Abdoulaye Biotchane, Pascal Irénée Koupaki, Sébastien Adiavon et Patrice Talon, qui, je pense, est le porteur historique de la rupture, avec déjà le refus d'entériner la décision du président Boni Yayi de modifier notre constitution. Et aujourd'hui, si on suit les informations qui sont en train de circuler, serait en passe de remporter le premier tour de ce scrutin. Bon, voilà. Je ne sais pas. J'attends les chiffres officiels de la Sénat. Mais ce que je veux dire, je veux finir rapidement sur ce sujet. Je pense que il faut faire une analyse très rapide de cette situation et voir que les partis traditionnels ont échoué. C'est-à-dire que si les chiffres sont confirmés par la Sénat, ça veut dire que le candidat Patrice Talon a été en mesure de fédérer un mouvement populaire qui a porté ses fruits. Et aujourd'hui, le peuple a parlé et il faut que les institutions de la République, que nous respectons beaucoup, la Sénat, la Cour constitutionnelle, suivent
le cours de Mais l'histoire. merci, on reviendra sur ma question, puisqu'on est là pour ça, c'est ça. Le dossier du jour, mais beaucoup de choses ont été dites. Et en face de vous, nous avons un homme de droit à qui je m'en vais donc donner la parole pour rapidement appréciation, avant qu'on ne revienne au dossier proprement dit. Maître Alain Roula, vous avez suivi, c'est un analyste financier, mais aussi très au fait de l'actualité politique, qui a suivi de bout en bout, en bon béninois, comment s'est déroulé le scrutin, le dépouillement et tout. Et il a donné son avis sur le scrutin, parce que vous avez vu brûler beaucoup d'impatience. La parole, vous l'avez. Non, merci de me donner la parole. Non, c'est l'éthique tout simplement, pour rester assis calmement, parce que effectivement, j'ai l'avantage sur Léton, j'ai retenu son nom, d'avoir déjà animé ce débat en première partie. Donc je comprends très bien, puisqu'il est tout à fait également dans la bonne posture, celle de reconnaître le mérite du peuple béninois. Je n'ai pas de sympathie particulière pour le gouvernement sortant, mais je n'en demeure pas moins objectif, et nous viendrons sur son bilan qui est plus que mitigé. Mais en entendant, partisan de la rupture, je trouve que cette rupture est incomplète, parce qu'on l'attribue à des gens qui ont accompagné le pouvoir et qui ont vécu du système, qui ont vécu avec le système, qui ont utilisé les mêmes méthodes que le système qui est combattu. C'est déjà une première victoire que de rompre le cordon, entre guillemets, pour un nouveau départ, je dis toujours, mais c'est tout le leadership qui est à rompre. Et la victoire du peuple, sur ce point de vue, me semble mitigée. La victoire du peuple n'est qu'à moitié, puisque avec les mêmes acteurs, on reviendra probablement au même système, sauf si le peuple prend ses responsabilités, que les jeunes et les moins jeunes prennent leurs responsabilités pour marquer à la culotte les dirigeants qui seront issus de ce scrutin. Mais si nous allons continuer avec ce système, le système avec lequel on a fait la rupture, c'est le même système qui a existé auparavant. Donc, je suis tout aussi enthousiaste que Léton dit sur la rupture qui s'annonce. Je voudrais que cette rupture soit véritable et authentique pour n'être portée que par des gens nouveaux, des gens neufs, car aucun des candidats en course aujourd'hui ne peut véritablement se vanter de pouvoir être le boulanger ou l'artisan de cette rupture qui suppose une rupture à travers les hommes et l'idéologie qui porte ce système, comme le disait le président Mathieu Kérékou. Ceci dit, par rapport aux résultats, il faut toujours tourner les regards vers les institutions du pays. On est dans un régime démocratique. On ne saurait ici faire l'apologie d'un quelconque résultat sans attendre les résultats officiellement donnés par les instances compétentes. Sur le dossier du jour, nous revenons sur ce qu'est l'héritage du président sortant, Thomas Boni Yayi. Que laisse-t-il finalement en héritage à son successeur? Létondi Béton, analyste financier, apporte son regard. Je pense que, confirmé par la Sénat, ça veut dire que le candidat Patrice Talon a été en mesure de fédérer un mouvement populaire qui a porté ses fruits. Et aujourd'hui, le peuple a parlé, et il faut que les institutions de la République, que nous respectons beaucoup, la Sénat, la Cour constitutionnelle, suivent le cours de l'histoire. Merci, on reviendra sur ma question, puisqu'on est là pour ça, c'est ça. Le dossier du jour, mais beaucoup de choses ont été dites. Et en face de vous, nous avons un homme de droit à qui je m'en vais donc donner la parole pour rapidement appréciation, avant qu'on ne revienne au dossier proprement dit. Maître Alain Roula, vous avez suivi, c'est un analyste financier, mais aussi très au fait de l'actualité politique, qui a suivi de bout en bout, en bon béninois, comment s'est déroulé le scrutin, le dépouillement et tout. Et il a donné son avis sur le scrutin, parce que vous avez vu brûler beaucoup d'impatience. La parole, vous l'avez. Non, merci de me donner la parole. Non, c'est l'éthique tout simplement, pour rester assis calmement, parce que effectivement, j'ai l'avantage sur Léton, j'ai retenu son nom, d'avoir déjà animé ce débat en première partie. Donc je comprends très bien, puisqu'il est tout à fait également dans la bonne posture, celle de reconnaître le mérite du peuple béninois. Je n'ai pas de sympathie particulière pour le gouvernement sortant, mais je n'en demeure pas moins objectif, et nous viendrons sur son bilan qui est plus que mitigé. Mais en entendant, partisan de la rupture, je trouve que cette rupture est incomplète, parce qu'on l'attribue à des gens qui ont accompagné le pouvoir et qui ont vécu du système, qui ont vécu avec le système, qui ont utilisé les mêmes méthodes
que le système qui est combattu. C'est déjà une première victoire que de rompre le cordon, entre guillemets, pour un nouveau départ, je dis toujours, mais c'est tout le leadership qui est à rompre. Et la victoire du peuple, sur ce point de vue, me semble mitigée. La victoire du peuple n'est qu'à moitié, puisque avec les mêmes acteurs, on reviendra probablement au même système, sauf si le peuple prend ses responsabilités, que les jeunes et les moins jeunes prennent leurs responsabilités pour marquer à la culotte les dirigeants qui seront issus de ce scrutin. Mais si nous allons continuer avec ce système, le système avec lequel on a fait la rupture, c'est le même système qui a existé auparavant. Donc, je suis tout aussi enthousiaste que Letonji sur la rupture qui s'annonce. Je voudrais que cette rupture soit véritable et authentique pour n'être portée que par des gens nouveaux, des gens neufs, car aucun des candidats en course aujourd'hui ne peut véritablement se vanter de pouvoir être le boulanger ou l'artisan de cette rupture qui suppose une rupture à travers les hommes et l'idéologie qui porte ce système, comme le disait le président Feu, le président Mathieu Kérékou. Ceci dit, par rapport aux résultats, il faut toujours tourner les regards vers les institutions du pays. On est dans un régime démocratique. On ne saurait ici faire l'apologie d'un quelconque résultat sans attendre les résultats officiellement donnés par les instances compétentes. Sur le dossier du jour, nous revenons sur ce qu'est l'héritage du président sortant, Thomas Boni Yayi. Que laisse-t-il finalement en héritage à son successeur? Letonji Béton, analyste financier, apporte son regard. Je pense que le président Boni Yayi, comme tous les chefs d'État, a essayé, tout le long de son mandat, de faire un certain nombre de choses. Mais comme l'a dit Maître Olunlola, je pense que ce bilan est mitigé. Moi, je ne veux pas dire que c'est un échec, mais je pense que le bilan du président Boni Yayi, je crois que c'est un échec parce qu'en 2006, il est venu au pouvoir porté par l'enthousiasme populaire, mais très tôt, on a constaté qu'il y a eu un désenchantement au niveau des populations parce que les espoirs nourris par l'élection du président Boni Yayi n'ont pas été à la hauteur des attentes de nos populations. On a promis un certain nombre de changements dans ce pays. On est passé du changement à la refondation en passant par l'émergence, sans que la vie de nos populations ne soit vraiment pas touchée ou changée. C'est-à-dire que si vous prenez quelqu'un qui était là en 2006 et vous prenez cette même personne aujourd'hui en 2016 et vous lui posez la question de savoir est-ce que tu vis mieux aujourd'hui par rapport à 2006, cette personne te dira définitivement, mais résolument, qu'elle ne vit pas mieux. Je suis tenté de vous contredire là, ça dépend de vers qui vous allez. Parce qu'on le constate, qu'on le veut ou non, réaliste oblige, il y en a toujours qui continuent de chanter l'éloge du chef et ça veut dire beaucoup de choses. On va être plus précis et un peu synthétique dans les démarches. Nous apprécions ensemble les microcrédits aux plus pauvres qui restent l'un des grands chantiers du chef de l'État, Thomas Boni Yayi. Analyste financier que vous êtes, vous n'êtes pas étranger sans doute à ce projet. Quel regard portez-vous sur ce projet par exemple? Je crois que les microcrédits en général, c'est un projet dont le but est de sortir un certain nombre de personnes de la misère, parce que je ne veux pas dire de la pauvreté. Okay? L'objectif étant toujours de créer de la richesse pour permettre aux gens de mieux vivre. Alors, mais quand on regarde le bilan du président Boni Yayi et de son équipe par rapport au microcrédit, d'abord, c'est un projet qui a été utilisé pour instrumentaliser les femmes, c'est-à-dire en leur demandant soit d'adhérer à des partis politiques ou de faire des grandes marches de mobilisation et de soutien au profit du chef de l'État. Et donc, je pense que le projet a été détourné de son but initial. Et vous n'êtes pas sans savoir que, bon, c'est un projet également
qui a été entaché, pardon, par un certain nombre de scandales. C'est-à-dire que... Microcrédit aux plus pauvres? Bien sûr, bien sûr. Je ne vais pas rentrer dans ce débat. Il faut assumer ce que vous dites, scandale sous microcrédit aux plus pauvres. Bien sûr, il y a eu des scandales, FNPS, FNM, etc. Tout le monde sait ça. On sait que l'argent du contribuable a été utilisé à des fins politiques, c'est-à-dire on a octroyé des crédits à des gens en espérant que ces gens vont voter pour le pouvoir en place, etc., etc. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, les gens l'ont dit en son temps. Et aujourd'hui, on constate que, je crois que les 30 000 ou 50 000 qu'on donne à ces femmes, est-ce que ces montants ont effectivement sorti ces femmes de la pauvreté? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on revoie la façon dont le système de microcrédit fonctionne? Est-ce qu'il ne faut pas peut-être qu'on pense mettre ces femmes en coopérative au lieu de penser peut-être donner 50 000 francs à une femme et penser qu'elle va sortir de la pauvreté, alors que si peut-être on mettait une dizaine de femmes ensemble et on augmentait la mise, peut-être que ces femmes peuvent créer des entreprises viables. Mais on ne peut pas nier à Boni Yayi de ne pas avoir essayé cela, mettre les femmes en coopération. C'est aussi l'un des viviers sur lesquels ce microcrédit a fonctionné. Peut-être qu'il y a des choses à revoir. Mais là-dessus, est-ce que ça n'a pas apporté de plus-value au quotidien des femmes béninoises? Si vous voulez mon opinion, j'ai toute une autre idée du développement et de la réduction de la pauvreté. Moi, je pense que la façon de sortir les gens de la pauvreté, c'est de les éduquer, de permettre à leurs enfants d'aller dans des écoles où ces enfants peuvent recevoir une bonne éducation. Si aujourd'hui je suis assis sur ce plateau, si aujourd'hui j'ai pu aller à l'extérieur du Bénin et j'ai pu travailler à des sommets inimaginables, c'est parce que j'ai reçu une bonne éducation et cette éducation a commencé par ce pays. Et pour sortir de la pauvreté, il faut qu'on mette un accent sur la transformation de notre système éducatif. Et il faut qu'on investisse dans notre système éducatif. Mais si on pense que en donnant 50 000, 30 000 francs aux gens, on va les sortir de la pauvreté, je pense que c'est une erreur. Ça ne marchera jamais. Maître Alain Orunla, le microcrédit aux plus pauvres, vous l'avez suivi, parfois il y a eu aussi des déboires, mais par rapport à l'initiative, quel est le regard que vous portez là-dessus? Le microcrédit est un machin qui n'a jamais eu de véritable utilité. De mon point de vue, je ne suis pas économiste, mais je sais regarder les choses, et qui n'a pas eu d'impact véritable, malgré le discours vantard et vaniteux que l'on agite autour, qui n'a pas eu d'autre impact que d'enrichir les promoteurs de ce microcrédit aux plus pauvres. C'est devenu un instrument politique qui permet d'asservir les pauvres gens qui sont toujours heureux d'avoir quelques billets gratuitement, puisque le taux de remboursement n'est pas vérifié, il n'est pas correct. Donc, c'est un machin politique qui a permis au président Yayi Boni et à son régime de perdurer au pouvoir. Je suis tenté quand même de vous demander si l'homme de droit met des gants parlant ainsi, un machin politique, le taux de remboursement... On constate que les gens sont appelés quand même à rembourser. Évidemment, mais ils sont appelés à rembourser. Allez voir les vrais chiffres, vous verrez que le gros des microcrédits, c'est pas 30 000 francs, 50 000 francs, mais c'est des centaines de millions sur des comptes en banque ailleurs. Donc je ne vais pas m'appesantir sur ce point qui n'est qu'un petit détail dans les scandales qui ont émaillé ce régime. Puisque nous parlons du bilan, je ne voudrais pas être exhaustif. Mais sur le plan économique, on nous a promis une croissance à 2 chiffres. Je ne sais pas où nous en sommes. Je constate que l'économie est totalement dévastée, délabrée. La filière coton n'a pas fonctionné. L'agriculture est restée en l'état, c'est-à-dire primaire, voire primitive. Aucune infrastructure réelle n'a été mise en place depuis et pendant ces 10 années. La gouvernance politique, vous avez vu ce que ça a donné. Les institutions n'ont jamais été dans leur rôle et n'ont jamais été respectées par... On ne va pas brûler les étapes, mais les infrastructures, vous ne les voyez pas? Alors, écoutez, il y a un service minimum. Si en 10 ans, l'on voudrait se vanter d'avoir permis que certaines routes
200 km, je crois, par an. C'est bien, mais on peut mieux faire. On aurait dû mieux faire. Bref, donc nous sommes obligés, puisque nous n'avons pas beaucoup de temps, de passer sur les têtes de chapitre. Autrement dit, à part le quotidien et à part n'importe qui à la tête d'un État disposant des finances qui sont là, mettrait des routes. Mais et les hôpitaux, et les écoles, et l'université, et les bibliothèques? Rien de tout cela. Attention, attention, Letondier le disait tout à l'heure, oui, il a des approches par rapport au microcrédit et il pense que pour permettre au peuple de mieux vivre, c'est d'abord penser éducation. Et penser éducation, c'est à croire que Bouni Yayi n'a rien fait dans ce sens. Est-ce qu'on doit rappeler ici la gratuité de l'école? Bien sûr, je vais y venir, nous connaissons le refrain. Gratuité de la césarienne. C'est un refrain dans les faits. Monsieur Yetonji, oui. Gratuité de la césarienne pendant que les femmes ministres des gouvernements et les femmes des ministres hommes vont accoucher à Paris ou à New York. Gratuité de... Vous n'allez pas le faire un procès. Si vous avez les moyens de votre politique, je ne fais pas on y de va, procès. Non? Je ne suis pas en train de faire un procès, je suis en train de vous aider à établir un bilan. Et je constate que pendant que la césarienne est rendue gratuite, les femmes ministres vont accoucher à Paris ou à New York. Pour faire un peu de la place aux autres femmes. Les femmes des ministres et des gouvernants vont accoucher ailleurs et se faire soigner ailleurs, pendant que la gratuité de l'éducation est promue ici, leurs enfants vont en Europe, ce qui est très bien, puisque nous aussi, on est des produits de l'Europe. Bref, pour vous dire qu'il n'y a eu que des slogans, que des slogans et des slogans. Il n'y a pas d'hôpital. Avez-vous assisté en 10 ans à la construction d'un hôpital? Est-ce que le CNHU a été réhabilité? Est-ce que les centres départementaux ont été réhabilités? Ou est-ce qu'on a construit une grande bibliothèque, un musée? Je vais trop loin. Les tracteurs, vous les avez vus? Autrement dit, il n'y a eu que des mots. Et la belle preuve, c'est que l'on répète ça à l'envi. Je dirais que quand le président de la République a pris le pouvoir, il a décrété sa volonté de lutter contre la corruption. 10 ans après, la corruption, est-ce qu'elle a été réduite? Est-ce qu'elle a été limitée? Non. Les politiciens se sont enrichis massivement et ostensiblement. Vous ne le cachez pas. Est-ce que l'injustice a reculé au Bénin? Non. Vous avez remarqué la volonté récurrente de l'exécutif de s'immiscer dans les affaires judiciaires, d'écraser tout le monde. Autrement dit, on a une gouvernance économique médiocre, je dirais, et une gouvernance politique calamiteuse. Les libertés ne sont pas respectées, les citoyens sont inquiétés pour leur choix s'ils n'adhèrent pas à la grioterie nationale, les valeurs de ce pays sont mises de côté pour travailler avec les moins aptes d'entre eux, pourvu qu'on soit dans la même église, la même secte, le même clan, et qu'on danse et chante pour le prince. Donc, de cette manière, rien de concret, ni rien de positif ne peut sortir. Et moi, je ne me laisse pas endormir par le discours. La belle preuve en est que, aujourd'hui, même si les résultats ne sont pas encore officiellement proclamés, nous avons remarqué que la mayonnaise ne prend pas. Elle n'a pas pris aux législatives. Et effectivement, c'est un exploit pour le camp qui a gouverné notre pays pendant 10 ans, d'avoir obtenu ses députés, mais on sait comment. Aujourd'hui, le peuple crie à la misère, le peuple en a marre et c'est manifestement visible. Donc, quand on regarde ces éléments en toute objectivité, parce que moi je n'ai pas d'activité politique ou syndicale, je n'ai pas d'activisme, je constate que les choses n'ont pas prospéré, et elles ne peuvent pas prospérer parce qu'elles ont été mal animées, la gouvernance a été brouillonne, elle a été improvisée, elle a été fantaisiste. Donc ça ne peut donner que les résultats que l'honnête homme, l'honnête citoyen voudrait bien déplorer. Mais vous avez suivi quand même de très près les activités menées dans ce sens. Et en matière de gouvernance économique, il y a eu un certain nombre de réformes annoncées par le gouvernement. Il faut quand même remarquer qu'il y a eu de la bonne volonté, non? Non, je ne pense pas qu'il y a eu de la bonne volonté en matière de gouvernance économique et de gouvernance politique. Je crois qu'on a assisté, on a eu l'un des régimes les plus corrompus de l'histoire de notre pays. C'est-à-dire que, comparativement au régime précédent, ce régime a déplacé les bornes jusqu'à des niveaux inimaginables. On n'a jamais vu un chef d'État emprisonner son propre neveu, son oncle, son ministre. Lui, il l'a fait. Est-ce que vous avez vu ces neveux en prison? Vous êtes allé leur rendre visite? Je n'avais pas à leur rendre visite. Vous avez suivi, comme tout le monde. Non, écoutez. Vous semblez dire que ça a été juste du trompeur. Écoutez. Nous avons assisté à beaucoup de spectacles dans ce pays.
pendant les 10 dernières années, nous avons assisté à un système de corruption, de gabegie, de clientélisme, de tous les vices qui sont propres au régime totalitaire, hein, parce que Maître l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que on a vécu dans une situation où les libertés individuelles, à des moments donnés, ont été supprimées dans ce pays. On a empêché les gens de marcher, on a empêché les gens d'exprimer leurs opinions. Vous êtes sur des plateaux de télévision, on appelle la présidence de la République pour demander qu'on écoute l'émission. J'ai été victime de ça, je sais de quoi je parle. Et donc, quand vous avez un chef d'État et un système mafieux qui permet à une bande de jeunes arrivistes de s'enrichir au détriment du peuple, c'est des gens qui ont passé 10 ans à voler ce peuple, à piller les ressources de l'État. Vous savez, Maria Glita, 45 milliards, ICC Service, 145 milliards. Des experts ont même mis ICC Service à 200 et quelques milliards. Ça, ce sont les économies des pauvres Béninois qui ont été pillés par un certain nombre de gens. Et vous avez les dossiers Sonacop, SBE, Sobemap, Sensad, Sonapra, etc., etc. Il y a tellement de dossiers. Mais vous avez les éléphants blancs, les usines de jus de fruits de Zakpota, Zogbodome, etc. Le projet de mécanisation agricole qui est un fiasco. On a construit des usines qui n'ont jamais tourné jusqu'à l'heure où je vous parle. Vous avez tout un système de vol organisé par ce régime qui, au même moment, est là et voit la souffrance du peuple béninois. La dernière fois, sur ce plateau, j'ai déploré le fait que le chef de l'État, je suis très content qu'il se porte bien aujourd'hui, pour se faire soigner de la cataracte, qui aujourd'hui est une opération très simple, a dû s'envoler en Afrique du Sud. Alors, vous allez me dire qu'il n'y a aucun médecin béninois capable de faire cette opération au CNHU. Vous ne savez pas s'il a effectué le déplacement sur l'invitation de son collègue de l'autre côté. Ça arrive, vous le savez. Écoutez, vous n'avez pas les preuves qu'il a fait de ses propres. Où est la souveraineté nationale? Vous pensez que... Il s'agit de la santé du chef de l'État. Vous pensez que le président François Hollande va aller se faire soigner aux États-Unis? Ou le président Barack Obama va aller se faire soigner en France ou en Grande-Bretagne? Non. À un moment, il faut que les chefs d'État africains comprennent qu'ils doivent prendre leurs responsabilités. Déjà, il est resté en Afrique. Et servi d'exemple. Mais il est resté en Afrique. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai un oncle qui est professeur agrégé, que je suis allé voir au CNHU et qui est mort dans des conditions déplorables. Vous pensez que le CNHU, c'est un hôpital? Si vous passez 10 ans au pouvoir... Si ce n'était pas un hôpital, je vous assure, on l'aurait fermé depuis. Vous passez 10 ans au pouvoir, vous êtes incapable de construire un hôpital de référence. Pour moi, votre politique sanitaire est un échec. Vous passez 10 ans au pouvoir, vous êtes incapable. Jusqu'à demain, au Bénin, le CNHU, vous allez peut-être y faire un tour, voir les autres compartiments, reste l'un des hôpitaux, je dis l'un des hôpitaux de référence du Bénin. Si ça reste l'un des hôpitaux de référence du Bénin, expliquez-moi pourquoi les ministres, leurs enfants, leurs femmes et autres, le chef de l'État, quand ils ont une rage de dents, ils se retrouvent aux États-Unis. L'autre vous dira que c'est des caprices de gouvernance. Mais Maître Alain Roula, dans cette démarche-là, est-ce qu'on ne peut pas comprendre, quand on prend vraiment un peu de recul, il y a des circonstances qui amènent à ces agissements que les populations déplorent de temps à autre, mais pour autant, est-ce qu'il faut leur jeter la pierre? Évidemment, et pas qu'une pierre. Il n'y a aucune circonstance atténuante. Ce que nous disons relève d'une banalité. Ça relève d'une banalité. Je ne peux pas concevoir que le plus abruti d'un Béninois prenne le pouvoir sans songer à laisser des traces. Attention, je ne sais pas ce que vous voulez vous dire. Mais je veux dire celui qui n'a aucune qualification, celui qui n'a aucune culture, aucun intellectualisme, qui prend le pouvoir au Bénin, comprendrait qu'il faut réhabiliter le CNHU, ou à défaut de Vous êtes dans une projection là, ok. Mais oui, enfin, dans une projection, parce que le passé a été lamentable, et que le présent, personne ne voudrait s'en soucier. Les résultats de la politique, ce n'est pas les grandes phrases, ce ne sont pas les chants, ce ne sont pas les danses, c'est du concret.
La preuve, c'est que grâce à la gouvernance du président Yahi Boni, nous avons des agrégés en tout, en économie pratique, en gestion appliquée. Il n'y a rien de concret. Le CNHU dont vous parlez, je ne sais pas si vous le fréquentez, mais je ne fréquente pas que les prétoires. C'est un mouroir. Quand vous y allez pour un palu, généralement, vous sortez les pieds en avant. Et ce n'est pas forcément la faute des praticiens. Il n'y a pas de moyens. Le peu de moyens qu'on y injecte est tout de suite absorbé, phagocyté, détourné. C'est lamentable, M. Etonji. Il n'y a pas d'école. L'école publique, le président de la République lui-même, dans un accès d'émotion auquel j'ai cru il y a quelques années en arrière, a lui-même fait ce bilan. Il pleurait sur le campus de Calavi pour dire l'école est par terre, les hôpitaux sont par terre, mon pays est par terre, tout est foutu, tout est foutu. Mais qu'a-t-on fait? Et qu'a-t-on tenté de faire, qu'a-t-on cherché à faire? Rien du tout. Et on n'a pas eu l'humilité de rester calme et de demander pardon au peuple français, au peuple béninois, excusez-moi. Ça a toujours été une gouvernance. Ça, je voudrais bien comprendre. Dans l'arrogance. Vous l'avez pas entendu dire? Dans l'arrogance. Il a dit plus d'une fois. Une gouvernance dans l'arrogance, dans l'incompétence, dans la brutalité, dans les réflexes liberticides. Évidemment, il n'y a pas que le président de la République, mais il doit assumer la responsabilité des bêtises faites par les collaborateurs qu'il a le don de recruter, jamais parmi l'élite, toujours parmi les compagnons, les griots, la grioterie. Alors, évidemment, si le peuple béninois a manqué de moyens de revendiquer ses droits, de les réclamer au quotidien, si le peuple béninois n'a pas pu compter sur les autres politiciens qui, au lieu de se battre pour sauver ce peuple et de combattre ce régime liberticide et au contraire lui font le lit, évidemment que ce n'est pas la seule faute du président Boni Yahi, c'est la faute de tout un système. Et le seul moyen qu'on a, Dieu merci, laissé au peuple de s'exprimer, c'est celui du scrutin, c'est celui du vote, et ces sanctions passent uniquement par les urnes. Aujourd'hui, ce qui est fait est fait. Le bilan, pour moi, il n'est pas florissant, il n'est pas glorieux. Reste que, faisant face à l'avenir, il faudrait que nous soyons tous vigilants pour ne plus permettre à un chef de l'État, sous prétexte qu'il est le plus beau, le plus intelligent, de décider de notre sort et de nous piloter comme des ânes. Ne plus permettre, vous semblez donc tous peindre en noir ce bilan du chef de l'État. Quelle aurait été alors la part de responsabilité de différentes composantes de la société béninoise? Moi, je pense que la plupart des Béninois, la société civile, les partis politiques, n'ont rien fait pendant 10 ans. Ces gens ont observé le président de la République diriger ce pays, je vais dire, d'une main de fer, où toutes sortes de, je ne vais pas dire dissidences, mais on n'accepte pas que les gens véhiculent des idées qui sont contraires aux idées du pouvoir en place. Et pour ça, le chef de l'État et son système, c'est un système qui a été mis en place pour célébrer la médiocrité au détriment de l'excellence. Le constat est clair. Il faut voir tous les gouvernements successifs que nous avons. Je ne veux pas vous interrompre, mais Béton, quand on prend les gouvernements successifs, oui, mais il y a eu des cadres de renom qui ont eu à accompagner Boni Yahi au cours de sa gouvernance. Vous n'allez pas le nier. Oui, oui, mais quand vous prenez les gouvernements successifs du président Boni Yahi, qu'est-ce qui s'est passé? De 2006 à 2015, où il y a eu le dernier remaniement ministériel, vous allez constater que la qualité des ministres est devenue de plus en plus médiocre. Au point où le beau-frère du chef de l'État, Marcel de Souza, s'est plaint. Et ça a circulé sur les réseaux sociaux, à la télévision, quand il a fait une conférence de presse, où il a dit, il a déploré la qualité de ce gouvernement, qu'il a traité de foutoir. Okay? Ça, c'est le beau-frère du chef de l'État. Alors, dans ces conditions, qu'est-ce que vous voulez que moi, en tant qu'observateur neutre, quelle appréciation vous voulez que je porte sur ce gouvernement? Moi, je ne peux que porter une appréciation par rapport à ce que je vois. Et ce que je vois, c'est la médiocrité quotidienne. Dites-moi, si vous prenez un ministre aujourd'hui dans le gouvernement actuel, demandez-leur leur bilan. Okay? On a assisté à 10 ans d'instabilité gouvernementale chronique.
Qu'est-ce que ça signifie? Instabilité gouvernementale chronique. Bien sûr. Instabilité gouvernementale chronique, c'est que vous prenez des ministères où vous avez, en moins de 2 ans, peut-être 4 ou 5 ministres. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et donc, vous nommez un ministre, oui, bien sûr, parce que pour amorcer le développement, il faut une certaine continuité dans l'action gouvernementale. C'est-à-dire que vous prenez un pays comme les États-Unis, quand vous êtes nommé ministre, vous êtes là pour 4 ans. Vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire, quand vous êtes nommé ministre, vous êtes là en général pour tout le mandat du président de la République. Vous prenez un pays comme la France, il y a des remaniements, mais les remaniements en France, c'est peut-être 2 ou 3 remaniements pour un mandat. Mais ici, au Bénin, on a eu des centaines de ministres. Alors, pour un petit pays comme ça, alors, est-ce que vous pouvez me dire que dans ces conditions, on peut mener des actions de développement? Je ne pense pas que c'est possible. Et donc, on a passé 10 ans de confusion de doctrine, c'est-à-dire, au départ, c'était le changement. Ensuite, on a eu l'émergence. Ensuite, on a eu la refondation. Mais ce que moi, j'ai constaté dans tout ça, c'est que à chaque fois qu'on passe à une nouvelle doctrine, c'est que les maux de ce pays s'empirent. C'est-à-dire qu'il y a plus de corruption, il y a plus de mauvaise gouvernance, il y a moins de transparence. L'État béninois est géré dans une opacité totale. C'est-à-dire, vous ne savez pas comment les marchés publics sont passés. Et on nous dit gaillardement aujourd'hui qu'on veut assurer la continuité des œuvres du président Boni Yayi. Et c'est ça qui, moi, me déçoit un peu dans l'attitude du candidat Lionel Zissou. Un candidat qui, avant qu'il ne vienne aux affaires, était quelqu'un pour qui beaucoup de Béninois, le peu de Béninois qui le connaissaient, avaient beaucoup d'estime. Mais Lionel Zissou est venu au Bénin et parce que il est, selon moi, dans une aventure personnelle d'accéder coûte que coûte au pouvoir d'État, il s'est mis dans le même train que le président Boni Yayi, le train de la violation continue de notre Constitution, parce que le président Boni Yayi, comme je l'ai dit, a passé 10 ans où il a violé de façon permanente notre Constitution, en disant parfois de sursoir aux décisions de justice. Je crois que ça a commencé en 2007 dans le domaine foncier. Ensuite, on a eu le dossier, je crois, de la Fédération béninoise de football. On a eu également le dossier Bolloré, où, après la décision de la Cour d'appel, le président Boni Yayi s'est rendu à l'OCBN et a dit devant tout le monde que les travaux allaient continuer. Le Premier ministre, Lionel Zissou, lui, qui se rend en France durant la COP21 et qui donne une interview devant France Inter pour dire, bon, voilà, qu'il y a des décisions sensiblement politiques, politiquement, sensibles, etc. Il a même redit ici, lors de sa dernière sortie télévisée, qu'il y a des décisions politiquement sensibles. Non, il n'y a pas de décision politiquement sensible. Le président de la République est supposé être le garant de notre Constitution et le garant de l'exécution des décisions de justice, si je ne me trompe. C'est bien ça. Alors, donc, dans ces conditions, quand vous avez un chef d'État qui se permet le luxe de ne pas respecter les décisions de justice, je crois que là, on est en train de glisser dans du totalitarisme. On est en train de glisser dans le non-droit. Et vous avez un Premier ministre qui fait la même chose. Un Premier ministre qui, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, en violation de l'article 54 de notre Constitution, est toujours membre de plusieurs instances en France. Mais c'est très grave. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est en train de postuler aux plus hautes fonctions dans notre pays, mais qui se permet le luxe d'exercer dans des conseils d'administration, d'exercer en tant que membre du Conseil des affaires étrangères, à moins que ça ait changé, parce que le Premier ministre n'a jamais publié cette lettre de démission. Il n'a pas publié cette lettre de démission, vous le savez. Personne ne l'y oblige, sauf devoir d'éthique personnelle. Non. Il n'est pas obligé de le faire. Vous savez, le Premier ministre Lionel Zissou a souvent parlé d'éthique. Je me rappelle bien, il a dit l'argent en politique est cynique. Tout à fait. Voilà. Mais
qu'est-ce qu'on a constaté? Le même Premier ministre qui, il y a environ 7 mois, a fustigé dans les colonnes du journal Le Monde d'Afrique l'attitude d'un ministre béninois pour son implication dans une affaire de détournement de fonds destinés au forage d'eau. Le même Premier ministre aujourd'hui, parce qu'il cherche des voix pour se faire élire président de la République, se fait accompagner de ce ministre pour se faire présenter aux populations dans le septentrion. Vous savez que celui-là, la justice n'a pu rien lui reprocher. Vous avez dit présumé. Voilà. On n'a pas pu établir sa culpabilité. Moi, je suis d'accord avec vous. Mais vous savez, en politique, il y a aussi ce qu'on voit, il y a l'éthique, il y a ce que le peuple voit. Vous savez, en France, est-ce que vous pouvez me dire que quand Jérôme Cahuzac, ancien ministre du budget, était impliqué dans une affaire de fraude fiscale, est-ce que François Hollande pouvait encore s'afficher avec Jérôme Cahuzac? Même si François Hollande était en pleine période de campagne électorale. Je ne suis pas étonné parce que nous sommes dans un pays où on a vu des gens qui ont été promus après avoir été épinglés dans des dossiers de malversation, de mauvaise gestion financière. On a eu le DG de la CNSS qui a été promu à la présidence de la République en tant que conseiller juridique du chef de l'État. On a des gens même qui sont impliqués dans des meurtres aujourd'hui, qui sont nommés directeurs tout ça n'a pas pu établir Béton. Et qui sont en train de... La justice n'a qu'à faire son travail, Béton. Non, vous n'allez pas évoluer dans ce sens. Que la justice fasse son travail jusqu'à preuve de contraire. Tout cela dont vous citez les noms, à moins que Maître Alain Roula m'apporte le démenti, la justice n'a pu rien leur reprocher. Maître Alain Roula. Merci d'assurer cette transition. C'est vrai qu'il y a énormément de choses à reprocher au président Boni Yayi dans ses méthodes de gouvernance, dans son encouragement à la médiocrité au détriment de l'excellence. Il y a beaucoup de fautes politiques, d'orthodoxie politique, économique qu'on peut lui reprocher. Mais aussi curieux que cela puisse paraître, nous avons des lois, nous avons une constitution qui prescrivent que les fautes avérées ou pas soient sifflées. La belle preuve est que le président Yayi Boni a pris une initiative, certainement sur fond de règlement de compte ou sur virginité politique à se donner à soi, à renvoyer des ministres devant la Haute Cour de justice et les parlementaires ont voté. Je crois que le président Yayi a commis suffisamment de fautes qui auraient pu motiver la saisine de la Haute Cour de justice et qu'il incombait aux parlementaires de faire. Ils ne l'ont pas fait. Voilà. C'est pour vous dire que si le président n'a pas bien travaillé, c'est aussi la faute de ceux qui l'ont accompagné, de ceux qui l'ont entouré, ce qui m'amène à dire que c'est une responsabilité collective. Je crois que nous ne devons pas avoir moins de hauteur et moins de grandeur d'esprit que ceux qui nous ont piétinés. Il faut dire que c'est une question d'ambiance et que le président de la République est venu trouver un monde couché, un monde politique couché, serviable, à souhait, et qu'il a fait, qu'il en a abusé, qu'il n'a pas eu le détachement nécessaire pour conduire ce pays et donner les chances que lui, il a eu de prendre la tête de ce pays sans aucun parti politique. L'histoire retiendra ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Il y a eu de longs développements sur le Premier ministre, je pense qu'il ne faut pas déséquilibrer les choses et d'avoir un regard objectif. D'abord, aucune loi, aucune règle constitutionnelle n'impose au Premier ministre, dont la nomination n'est pas prévue par la Constitution, c'est vrai, mais n'est pas interdite, de démissionner. Pendant la campagne électorale, il n'y a pas eu de précédent. Et même en France, qui est quand même un peu notre référence, jamais on a demandé à un président de la République ou à un Premier ministre de démissionner pour faire ses campagnes législatives, sénatoriales, etc., dans lesquelles ils sont d'ailleurs fortement impliqués. Je n'ai aucune difficulté avec la question, d'autant que je sais qu'aucun autre des autres candidats n'aurait boudé ce plaisir s'il avait été en place. La deuxième observation que je voudrais faire, c'est que le Premier ministre Lionel Zinsou n'est pas un Premier ministre ordinaire. C'est un Premier ministre candidat depuis sa nomination. Je pense que ce n'est pas sa faute si les Béninois n'ont pas vu
et dénoncer s'ils estiment devoir dénoncer la chose. Je parle de la classe politique. C'est donc un candidat, un Premier ministre candidat, qui est obligé de faire avec les codes éthiques de notre pays, qui a trouvé un pays où la politique se fait sous fond de corruption et qui, sans verser dans les excès, a profité légitimement du système. Moi, je n'ai pas compris ce procès qui lui a été fait. Qu'est-ce qu'on attendait de lui? De venir et de dire, bon, je suis candidat, mais je ne suis pas au gouvernement. Mais il n'aurait pas fait une voix. Il est rentré et a pris la terre là où elle est cultivable. Et je pense que les récriminations qui lui sont adressées, à savoir qu'il est trop blanc, pas assez noir, que c'est l'étranger, etc., c'est des querelles politiques, politiciennes, qui n'apportent rien au débat objectif qui doit rester ceci, qui est le plus apte et le mieux outillé pour sortir le Bénin de la pauvreté. Et en la matière, en dépit de toutes les récriminations, je n'ai pas vu beaucoup de candidats qui d'abord peuvent se vanter de cette virginité, de cette nouveauté, et qui peuvent se vanter des outils nécessaires, de posséder les outils nécessaires pour mener la bagarre. Évidemment, Barthélémy Cassa, je fais partie de ceux qui ont dénoncé la chose. Mais pourquoi voulez-vous reprocher au Premier ministre Lionel Zissou le fait que M. Barthélémy Cassa ait été impliqué à cette hauteur et n'ait pas vu son immunité parlementaire levée? Levée. Comment voulez-vous faire endosser au Premier ministre, qui est en politique et qui a besoin de se faire élire, la responsabilité de ce que M. Cassa, ayant agi et ayant été dénoncé pendant qu'il était ministre, a été fait député? Je pense que nous devons rester justes et objectifs et pardonner les fautes mineures, selon moi, puisque l'on est en politique, et une politique où le terrain est vicié. Je pense que nous devons être raisonnables dans le traitement que nous infligeons à notre Premier ministre candidat. Oui, ceci dit, on parle du bilan de Boni Yayi. L'homme a fait son mea culpa, et j'imagine que vous l'avez suivi lors de son vote. Il a fait ce qu'il a pu faire et il espère que la continuité sera assurée. Continuité sur les acquis, bien entendu, que vous avez essayé de peindre à votre façon. N'est-ce pas là, quand même, une transition heureuse? L'homme s'en va espérant qu'on fera vraiment mieux que lui. Oui, écoutez, moi je pense que le président de la République sort trop de son rôle. À titre personnel, je pense que le président de la République devrait rester neutre, au-dessus de la mêlée. Mais il a choisi, ou il a désigné un candidat, qu'il a accompagné, d'ailleurs plus malheureusement qu'heureusement, même si les chiffres que nous avons indiquent qu'il y a une percée là où on n'était pas attendu. Le président de la République n'a pas toujours les mots heureux. Et quand on parle de continuité, ça ne veut pas forcément dire que l'on va continuer la politique que moi je suis en train de dénoncer avec mon camarade. Ce sont des mots. Il n'y a pas de continuité. Je pense d'ailleurs, et vous allez me dire que je suis en campagne, il n'y a pas de meilleure rupture que celle-là, déguisée sous continuité. Rupture dans la couleur, rupture dans la taille, rupture nécessairement dans les méthodes. Parce que quels que soient les préjugés dont on affuble celui dont on parle, je crois qu'il est paramétré pour ne faire autrement que d'aller de l'avant. Maintenant, c'est une posture politique. Je veux dire, on vous remet un instrument, vous n'allez pas tout de suite prendre vos distances. Encore que, si vous regardez les choses au fond, cette distance est prise, puisque le « après nous, c'est nous » a été un peu corrigé. Les méthodes du président de la République ont été plus ou moins taclées par le candidat Zissou qui a parlé de président impulsif. Je crois que c'est assez expressif pour que qui veut comprenne que les choses ne seront jamais plus comme avant, même si c'est le Premier ministre qui accédait à la magistrature suprême. Donc, continuité, c'est un mot, c'est un habillage politique. La réalité, c'est que les réalités, la misère de notre peuple, le sous-développement, la misère crasse dans laquelle on vit, ne peuvent trouver des solutions que dans une tête bien faite, un leadership éclairé par les partis politiques, par les ruptures de circonstances. Béton, oui, le chef d'État sortant a une fois encore officiellement reconnu qu'il ne reste que très peu de temps
pour rendre le tablier. Il remercie le peuple béninois pour avoir été tout de suite pendant ce mandat. Il a fait aussi son mea culpa et espère que là où quelque chose a été fait, on pourra en prendre bien soin et faire mieux. Oui, je tiens à rectifier quelque chose très rapidement par rapport à ce que Maître vient de dire. D'abord, je suis d'accord qu'il faut qu'on ait des débats d'idées, c'est-à-dire que j'ai toujours condamné tous ceux qui ont dit que le Premier ministre Lionel Zissou est français, il est Yovo, etc. Je pense que ce ne sont pas des... ça ne nous grandit pas. Mais cependant, par rapport à l'utilisation des moyens de l'État pour des fins de campagne, je pense que même en France et aux États-Unis, les hommes politiques remboursent les frais. Vous savez, quand, comment il s'appelle, Manuel Valls est parti à Barcelone, il a dû rembourser. Le président Obama, quand il fait campagne avec Air Force One, il rembourse toujours l'État américain. Bon, cependant, je crois qu'on a une vision un peu diamétralement opposée par rapport à ce que le Premier ministre peut apporter à ce pays. Voilà quelqu'un, quand il est venu, il a parlé de méthode. Mais en 9 mois de gouvernement, je n'ai toujours pas vu les méthodes dont il parle. Vous n'avez pas vu la rupture dans la méthode? Je n'ai pas encore vu la rupture. Voilà quelqu'un qui est venu avec un projet Lumière pour tous, qui, bon, je crois, n'a vraiment pas donné grand-chose. Ce n'est pas ça qui va nous sortir de la situation énergétique qu'on vit au quotidien. Voilà quelqu'un qui a promis un certain nombre de choses, mais malheureusement, ce que j'ai constaté, c'est quoi? La dernière fois, les gens lui ont reproché d'avoir nommé des conseillers français à la primature, et le Premier ministre a dit non, que les Béninois ne devaient pas être xénophobes, qu'on a nommé des Béninois à l'étranger, où il a donné l'exemple du Gabon, etc. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas faire des comparaisons de la sorte. Nous sommes dans une république souveraine. Okay? Est-ce que vous pensez que vous, en tant que Béninois, vous pouvez travailler à la Maison-Blanche? Est-ce que vous, en tant que Béninois, vous pouvez travailler à l'Élysée? Il faut que vous ayez au moins la double nationalité. Et je sais de quoi je parle. Il faut que vous ayez au moins la double nationalité pour même essuyer les meubles à l'Élysée. Mais aujourd'hui, le Premier ministre Lionel Zissou, malgré le fait qu'il y ait assez de Béninois de la diaspora avec beaucoup de compétences, assez de franco-béninois, le Premier ministre a choisi de nommer non pas un seul cadre français, mais plusieurs cadres français qui sont exposés à nos secrets d'État matin, midi, soir. Vous voyez les secrets au dehors. Vous pensez que c'est normal? Moi, je pense que ce n'est pas normal. Et je vais en venir à mon analyse personnelle de ce que le Premier ministre est en train de proposer pour la continuité. C'est-à-dire que je trouve le programme du Premier ministre un peu assez creux. C'est-à-dire, on trouve que c'est un assemblage du modèle des mêmes politiques économiques français, le modèle français qui a aujourd'hui montré son essoufflement. Le Premier ministre qui dit on va donner 100 000 francs CFA aux 100 000 familles les plus démunies. Alors, comment vous allez recenser ces 100 000 familles? Comment vous allez donner les 100 000? C'est-à-dire, il faut passer à la création de richesses, promouvoir des investissements. Au lieu de donner ces 100 000 à 100 000 familles qui fait à peu près, je crois, 10 milliards, pourquoi ne pas prendre ces 10 milliards et investir dans des projets avec des jeunes qui sont des porteurs de projets qu'on va surveiller, etc., pour créer de la richesse. Et ces jeunes, ensuite, vont répercuter ça sur leur famille. Quand on a nommé le Premier ministre, le président Boni Yayi a dit à la Caisse autonome d'amortissement qu'il l'a nommé à cause de sa capacité de mobilisation de ressources, qu'il connaît bien la France, etc. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose, les bailleurs de fonds ne sont pas qu'en France, ils sont un peu partout. Aux États-Unis, un peu partout, et j'en sais quelque chose. Et donc, quand on limite toi à la France, on dit le Premier ministre va faire ci, va faire ça. Mais je vous dis, à l'heure où je vous parle, le Premier ministre Lionel Zissou a été incapable de lever $1 seul million au nom de la table ronde de Paris. Ensuite, ça c'est ce que vous dites, le gouvernement vous dira le contraire. Ensuite, bon, si le gouvernement dit le contraire, ils n'ont qu'à venir exposer les faits et dire, voilà, on a levé tel montant. Mais ensuite, vous avez le Premier ministre qui aujourd'hui propose d'investir les 600 milliards de cotisations de la Caisse nationale de sécurité sociale, les cotisations des retraités, dans un fonds souverain. D'abord,
Je crois que ça s'est passé inaperçu parce que la plupart des gens qui regardaient ne comprenaient pas vraiment ce qui se passait. Donc voilà, le Premier ministre a encore sorti quelque chose. C'est ses partisans qui étaient très contents, voilà. Mais le problème avec ça, c'est ceci. Un fonds souverain, en général, la plupart des pays qui créent des fonds souverains, c'est des pays qui ont souvent des ressources naturelles qui leur permettent de dégager des excédents de revenus. Et ces excédents de revenus sont mis dans des fonds souverains pour générer un certain nombre de revenus afin de faire des investissements en termes d'infrastructures et même assurer assurer un certain nombre de choses pour les générations futures. Mais quand on prend 600 milliards qui représentent à peu près 1,2 milliard de dollars, c'est-à-dire on a un budget d'à peu près 2 milliards, avec 2 milliards 5 je crois, avec les dons et les aides, c'est-à-dire quand vous enlevez les dons et les aides, on est à peu près à 2 milliards pour notre budget. Et donc on va prendre 600 milliards qu'on va investir dans des instruments financiers non assurés, des instruments financiers risqués, c'est-à-dire que on est en train de nous amener vers une situation où on peut avoir ce qu'on appelle des pertes catastrophiques. C'est-à-dire que c'est comme si on envoie nos sous, les sous des retraités, des gens qui ont cotisé pendant 30 ans, et qu'on va jouer ces sous dans un casino boursier. C'est-à-dire que j'ai suivi la démonstration, j'ai suivi la démonstration que le Premier ministre en a fait. Et je précise que je ne suis pas financier, mais j'essaie de comprendre les choses. Personnellement, dans sa démonstration, j'ai vu plus d'un hocher la tête, ça paraît un peu attrayant. Là, je veux l'éclairage de l'homme de droit. Les néophytes ont suivi. Lui fait une démonstration vraiment à donner la panique. Merci. Mais dites, qu'en est-il? Vous voyez, je suis subjugué parce que je vois un déploiement d'énergie qui aurait pu être un peu plus utile si on avait donné la bonne orientation à la chose. Je vais vous rallier, cher ami. D'abord, il n'est pas établi que le Premier ministre ait utilisé les moyens d'État. J'ai eu l'occasion de venir sur ce plateau avec un illustre contradicteur où nous étions en peine de prouver la chose. Et si des fautes il y a eu, là encore ça a été des fautes mineures, je crois que le Premier ministre s'est très vite ressaisi et a mis ses moyens à la disposition de sa campagne. La question ne s'est plus posée, étant précisé qu'il n'y a pas parmi ces acteurs politiques, parmi ces candidats, un seul qui n'aurait pas profité de ses moyens, et je ne comprends pas pourquoi on cristallise l'attention sur le Premier ministre, qui n'a de particulier que son extranéité ou sa couleur qui ne serait pas régulière. Que veux-je dire? Si c'était le président Adrien Oumbédi, par exemple, et ça arrive très souvent, qui avait recruté au sein de son cabinet des expatriés, des experts expatriés, il n'y aurait pas eu de difficulté. Le président de la République s'est entouré de conseillers de couleur blanche sans que ça ait suscité quoi que ce soit. Le président Kérékou, paix à son âme, s'est souvent entouré de conseillers blancs. Disons les choses telles qu'elles sont. Ça n'a jamais été remarqué, ça n'a suscité aucune polémique. Je pense que l'on cristallise l'attention sur le Premier ministre parce qu'il est un peu plus clair que nous, et on crie au recrutement massif de conseillers. Je suis allé vérifier, je suis informé de la situation. Au cabinet du Premier ministre, il n'y a pas plus de 2 ou 3 camarades de couleur blanche, dont l'un vivait au Bénin et travaillait dans un cabinet pour un Béninois, dont je tairai le nom. Le deuxième est un conseiller à qui il a fait appel, il en a parfaitement le droit, puisque s'il pense que ce ne sont que ceux-là qui peuvent l'aider à faire le travail qu'il a à faire. Si vous avez besoin de soins pointus en chirurgie, rien ne vous empêche d'aller chercher un chirurgien aux États-Unis. Soit disant passant, il ne faut pas faire ce procès à Boni Yayi. On est en train de parler de secret d'État. Non, je sais de quoi je parle. Je ne parle pas de secret d'État. Parce que vous ne savez pas quelles sont les occupations, quelles sont les fonctions de ces... on n'a pas besoin de savoir. Si, nous sommes des observateurs. S'il vous plaît, on a besoin. On a besoin. Je suis en train de rétablir les choses. Donc, ils n'ont pas plus de 2 ou 3 et ça n'aurait posé aucun problème si on avait eu recours à un marabout nigérien ou malien qui a informé des secrets d'État dans ce pays. Il y a eu un monsieur Cissé, malien, qui a été ministre d'État dans ce pays. Ça n'a posé aucun problème. Donc moi je pense que ça, c'est un faux procès. Comme l'ensemble, permettez, vous avez été très long, permettez-moi quand même de rééquilibrer les débats. Moi je pense
que tout ça, c'est des procès d'intention, c'est des mauvais procès, c'est des réactions épidermiques. Et il ne faudrait pas que l'arbre nous cache la forêt. Le Premier ministre a beaucoup de défauts. Il a dit qu'il ne serait pas candidat dans la dissension, mais oui, je veux rajouter à la liste pour vous dire que je suis au fait. Il a dit qu'il ne serait pas candidat dans la dissension, on l'a imposé comme candidat. Il n'est pas membre de FCBE, on l'a imposé. Il a promis des lampes torches, ce n'est pas assez, on est d'accord. Mais ne perdons pas de vue que nous sommes en politique. Et qu'en matière de politique, c'est d'abord la séduction, et la séduction peut être bien dolosive. Alors, est-ce que c'est utile et opportun de focaliser sur ces petits détails qui, pour moi, ne sont rien, non seulement par rapport aux grosses fautes qui ont été et qui sont commises par les autres candidats qui ont été avec le président Yahya Boni. Regardez parmi les 33 candidats, ou en tout cas les principaux, ils ont tous, d'une manière ou d'une autre, flirté, et plus que flirté, avec le régime. Pourquoi on ne focalise pas l'attention sur eux? Est-ce que ces fautes mineures, même majeures, devraient nous empêcher de voir objectivement la capacité de ce candidat qui, en 8 mois de Premier ministre, le président Yahya Boni ne peut rien faire, vous le savez, et qui est affublé d'un attelage gouvernemental à faire fuir le plus courageux d'entre nous. Est-ce que c'est ça qui doit nous empêcher de regarder objectivement d'abord qui, et on peut mettre S à qui, est capable, qui est plus apte à conduire les réformes de ce pays? Moi, je pense que le Premier ministre fait partie et du peloton de tête de ces gens qui ont la capacité managériale. Ce n'est pas, il est agrégé, il est ceci, il est le plus beau, il a passé 67 ans en France. Mais oui, est-ce que du jour au lendemain, le Bénin peut se développer sans qu'il y ait une méthode? Et la vraie méthode, c'est celle qu'il va appliquer quand il aura les rênes du pouvoir. Il ne peut pas imprimer, plus qu'il ne le fait déjà, une méthode alors qu'il a un chef et qu'il a d'autres ministres autour de lui qui sont formés à d'autres méthodes. Donc il faut attendre de le voir. La question, c'est de savoir si nous sommes prêts à faire le pari que, au moins avec un candidat comme celui-là, peut-être y en a-t-il d'autres, les choses vont être faites avec rigueur, avec méthode ou pas. Est-ce qu'avec un tel candidat... Non, permettez. Moi, je suis désolé, on nous a vendu la même méthode en 2006. S'il vous plaît, on a vu ce que ça a donné. Moi, je n'ai pas acheté. Je n'achète pas. Moi, je n'ai jamais acheté. Et je ne suis pas passionné. Je demande tout simplement de mettre de l'objectivité. Bien sûr. Dans cette affaire qui, effectivement, interpelle. Nous avons des réactions épidermiques, évidemment. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On nous fait débarquer un extraterrestre à 8 mois des élections. Évidemment que ça fait frayeur. Mais quand on réfléchit, quand on analyse, quand on se renseigne, on se rend compte finalement que c'est nous-mêmes qui jouons à nous faire peur. Moi, je dirais personnellement, je n'ai aucune difficulté à ce qu'un candidat comme le Premier ministre soit élu. Je pense, même si je compte énormément d'amis et de gens sympathiques parmi les autres candidats, il est indiscutable que si nous mettons les préjugés de côté, si nous mettons nos présomptions de côté et que nous allions à la réflexion, on verra qu'il fait partie des meilleures choses qui peuvent arriver à ce pays. Et ce n'est pas parce que c'est la main de Yahya Boni qui l'a désigné que forcément cette désignation est souillée. C'est pas parce qu'il s'affuble, et je le dis haut et fort, d'amitié comme celle de celui dont vous avez cité le nom et de bien d'autres, qu'il ne peut pas faire ce qu'il a fait. Mais en réfléchissant bien, comment voulez-vous qu'il fasse? Il ne peut quand même pas scier la branche. Sache donc prendre un peu de recul. Il ne peut pas scier la branche sur laquelle il veut s'asseoir. Béton, très rapidement, si vous devez observer tout ce qui a été fait durant ces 10 mandats, que diriez-vous de positif à mettre à l'actif de Thomas Boni Yayi? Là, il faut que je réfléchisse vraiment. Ah bon? Parce que, voilà, non, je dois réfléchir parce que moi, mes standards sont assez élevés en termes de gouvernance et de direction quand il s'agit d'un pays. Je pense que le président Boni Yayi est venu avec de très bonnes intentions sûrement, mais il s'est fait qu'il s'est très vite engagé en politique. Et il a perdu un peu sa boussole.
Et donc, en termes de réalisation, sincèrement, si on prend le plan de la gouvernance politique, c'est calamiteux. Si on prend le plan de la gouvernance économique, comme l'a dit Maître, c'est calamiteux. Donc, quand vous mettez ces deux ensemble, c'est ça un État. C'est ça ce qui va nous permettre d'avancer. Mais on a remarqué que sous le président Boni Yayi, il y a eu plus de corruption, il y a eu... Bon, souvent il parle de réalisation d'infrastructures, mais n'oubliez pas qu'en 10 ans, il faut quand même qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas passer 10 ans au pouvoir sans rien faire. Et donc, et d'ailleurs, quand vous êtes élu président de la République, c'est pour travailler. Ce n'est pas pour venir dire, bon, on a fait ci, on a fait ça. Non, le peuple, en vous choisissant, a beaucoup d'attentes. Et moi, je pense que les attentes du peuple béninois ont été déchues. Le peuple béninois, on a très tôt connu un désenchantement total par rapport à ce président, à son équipe, à son style de gouvernement. Et je pense que l'homme, ce n'est pas personnel, mais je pense qu'il aurait pu faire mieux s'il n'était pas rentré parfois dans des querelles de personnes. C'est-à-dire que vous prenez les 4 dernières années, les 4 dernières années ont été utilisées et focalisées sur des individus. C'est-à-dire qu'au point où le Premier ministre même a reconnu que des individus, des hommes dans ce pays sont objets de fixation de la part du chef de l'État. Non, les populations veulent boire de l'eau, les populations veulent tout l'embarras de Béton à pouvoir vraiment donner une note au chef de l'État. L'autre positive, j'allais dire. Maître Alain Ouroula, c'est aussi votre situation? Non, pas du tout. Un exemple de réalisation positive à mettre quand même à l'actif. Je dirais d'ailleurs que châtie bien qui aime bien. Je n'ai pas été partisan ni ouvrier de l'avènement du président Yayi Boni, mais comme la plupart des Béninois, j'ai placé beaucoup d'espoir en ce fils de paysan dont j'espérais qu'il s'attaquerait véritablement à la lutte contre la pauvreté. Et son grand mérite aurait été quoi? Contre la misère. J'y viens. Son grand mérite, c'est quand même de ne pas avoir embrasé le pays, malgré les menaces. Non, malgré... Écoutez, on ne va pas parler de route, je ne veux pas parler d'échanges. Oui, allez-y, c'est le grand mérite, ça. Non, pas du tout. Je veux dire qu'il n'a aucun mérite à avoir mis des tronçons, c'est très bien, mais pas plus. Je dis, j'ai quand même un peu plus d'exigence, voyez-vous. Godomé-Calavi, 200 km de route, échangeurs, etc. C'est bien. Ce n'est pas ma préoccupation. Moi, je l'aurais attendu sur le chantier de l'hôpital, sur le chantier de l'école et sur le chantier de la justice. Oui, son mérite, disiez-vous? Non, son mérite, c'est d'avoir laissé un pays quand même pacifié, puisque jusqu'à hier, malgré toutes les menaces qui planaient, rien ne s'est passé. Son mérite, c'est de s'être quand même penché et d'avoir réussi à parler aux plus pauvres d'entre nous qu'il a instrumentalisé. Son grand mérite, c'est de nous avoir trouvé quand même un candidat que je pense que l'on mérite et que l'on a intérêt à Votre souhait, en accompagner. quelques secondes, à l'issue de la proclamation des résultats définitifs pour le peuple béninois? Eh bien, comme on dit, que le meilleur gagne, et je pense que le Bénin gagnerait à hisser le Premier ministre au pouvoir. Alors, Béton,